Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes ce matin en édition spéciale pour commenter les résultats de ce second tour des élections et, bien entendu, l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Nous sommes donc en compagnie de Marc Eisenberg, le président de Qualita. Marc Eisenberg, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Et à Paris, nous allons retrouver dans quelques instants, je pense qu'il est en ligne, Arié Bensemoun. Arié Bensemoun, qui est le directeur de l'organisme Elnet pour l'Europe et qui est un observateur avisé, pourrait-on dire, de la politique en France et même de la relation diplomatique entre la France et Israël. Il est avec nous, Arié Bensemoun, pas encore. Alors je vais tout de suite vous poser, Marc Eisenberg, une première question. Après cette élection, on peut dire tout de même, maintenant on peut le dire, presque sans surprise, d'Emmanuel Macron. Quels sont les paramètres, on va dire les trois paramètres principaux qui ont permis cette élection d'Emmanuel Macron, d'un homme qui n'était pas connu il y a encore 3 ans sur l'échiquier politique français? On dit aujourd'hui, vous dites, bon, Daniel, une élection presque attendue, une élection quand même totalement surprenante si on se replonge quelques mois en arrière. Il y a 2 ou 3 ans, personne ne connaissait Emmanuel Macron avant qu'il soit nommé ministre de l'économie du gouvernement de Hollande. Et aujourd'hui, avec une trajectoire incroyablement rapide, jamais vue sous la Ve République, il devient président. Alors il y a à la fois une conjoncture politique, le talent indéniable d'Emmanuel Macron et également une part de chance. Une part de chance importante, quand même. Une part de chance importante. Toutes les planètes se sont bien regroupées pour lui laisser cette place. Pourquoi? Nous sommes en 2015-2016 et Emmanuel Macron a la conscience, la prescience de voir l'impopularité de Hollande et de comprendre qu'Hollande n'aura pas la possibilité facilement de se représenter. Et il perçoit la volonté de réforme de la population. Et ces réformes, lui-même, est frustré, notamment au niveau économique, de ne pas avoir pu les mettre en place en raison notamment de l'aile gauche du PS, de ce qu'on a appelé les frondeurs. Et donc, il voit cette opportunité, il prend ses risques, il démissionne et il crée une espèce de mouvement. Et alors, quelle est sa chance? Sa chance, c'est ce qui se passe à droite. Normalement, il y aurait dû y avoir une élection triomphale pour la droite. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vrai désir de réforme structurelle fondamentale au niveau économique, un choc, diminution du poids de l'État, du nombre des fonctionnaires, et également une politique sécuritaire très forte. Et donc ça, ce sont les thèmes de la droite. Et je crois par exemple que si Alain Juppé avait gagné les primaires de la droite, il aurait été élu triomphalement. Donc la droite présente Fillon et les affaires. Déjà, présente Fillon sur un programme très à droite, plus à droite que d'habitude, ce qui commence à rebuter une partie de l'électorat, notamment de l'électorat centriste. Donc ça, c'est la deuxième chance de Macron. La troisième chance de Macron, c'est les affaires, évidemment, de Fillon. Et on pourrait dire également la quatrième chance, la division de la gauche, et la mauvaise campagne de Marine Le Pen. Donc si on additionne tout ça... Voilà. Alors, Arié Bensemoun, je le crois, nous a rejoint. Arié Bensemoun, Boker Tov, vous êtes avec nous? Boker Or, je suis avec vous. Alors, merci de vous être levé si tôt. Il est 7h15 à peine à Paris et nous sommes le 8 mai. Je rappelle que c'est une journée fériée en France. Alors, Arié Bensemoun, pour rebondir sur ce qu'a dit Marc Eisenberg, est-ce que vous pensez que peut-être Macron a su lire la carte politique française? On peut parler peut-être d'éclatement de l'échiquier politique français avant les autres, et c'est ce qui l'a poussé à se propulser vers la candidature? Oui, il a parfaitement théorisé ce qui se passe en France depuis maintenant quelques années. Il a parfaitement compris que l'effondrement de François Hollande, de son gouvernement, son impopularité, était en train de créer les conditions d'un choc politique qui allait faire exploser les cadres dans lesquels nous avons évolué jusque-là. Et c'est intéressant de considérer que dans le livre qu'il a finalement laissé écrire par Davé et Lhomme, les journalistes qui ont recueilli ses confidences, François Hollande expliquait exactement ce que Macron va mettre en application et que probablement ils ont réfléchi ensemble et probablement même
que c'était la stratégie que Macron avait imaginée pour permettre à François Hollande de revenir dans la partie. Mais Macron a compris qu'il y avait là une opportunité et il l'a doublé d'une certaine manière sur sa droite ou sur sa gauche, mais disons sur sa droite. Et il a lui-même mis en application ce qui avait été au départ imaginé comme étant une stratégie pour faire revenir François Hollande dans la partie. Oui, alors il a compris que les cadres dans lesquels nous avions évolué avaient complètement volé en éclats et qu'un monde nouveau s'ouvrait et que c'était maintenant ou jamais, d'une certaine manière, qu'il pouvait tenter sa chance et il est sorti du peloton, il a fait ce galop absolument incroyable et en un an, il a monté un mouvement politique, il s'est imposé dans la vie, dans la campagne, dans la compétition, et il a gagné l'élection présidentielle. C'est une situation que nous n'avions jamais vue. Et oui, ça part au départ d'une véritable analyse qui consiste à comprendre que avec Sarkozy, puis avec Hollande, le système politique tel que nous l'avions connu avait complètement finalement terminé et qu'un nouveau monde s'ouvrait et c'était à lui à faire cette expérience-là. Il l'a menée, il a souhaité faire disrupter le système comme il l'avait lui-même annoncé. C'était un pari fou, c'est un pari qu'il vient de gagner. Je veux dire que ça force l'admiration et nous avons aujourd'hui un jeune président de la République extrêmement prometteur. Mais en même temps, alors nous allons voir nous allons parler de l'avenir, hein, des lendemains de fête. Marc, vous vouliez préciser quelque chose? Non, il est clair que notre ami Macron a fait preuve d'un énorme talent. En dehors de toute la conjonction des planètes, il a fait une campagne remarquable. Il n'y a pas que l'analyse qu'il a fait de la société. Il a su s'adapter et adapter son discours. On y reviendra. Il a fait un débat télévisé excellent contre Marine Le Pen, qui, elle, l'a complètement raté et qui explique en partie la faiblesse de son score hier, la déception du Front National. Donc, Macron a eu un grand talent également dans une atmosphère de dégagisme, puisque c'est à la fois une très grande recomposition de la vie politique avec la mise en cause des partis traditionnels et notamment la question qui se pose aujourd'hui de la survie du Parti socialiste tel qu'on l'a connu, mais également la fin de toute une génération d'hommes politiques qui ne vont plus avoir de responsabilité au niveau national, qui prennent leur retraite, et il y en a beaucoup. Alors, je suppose que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent actuellement doivent se dire ah oui, Macron, c'est bien de l'encenser, mais tout de même, derrière cette victoire d'Emmanuel Macron, il y a des indices, des symptômes d'un véritable malaise. Cette abstention, on va dire presque sans précédent depuis 1969, et puis tout de même aussi, il faut préciser, Marine Le Pen n'est pas présidente de la République, mais elle a augmenté son score. Il y a 11 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, alors que le score de Jean-Marie Le Pen n'avait pas changé quasiment pas changé entre le premier et le second tour en 2002 face à Jacques Chirac. Ce sont les symptômes d'un véritable malaise. Comment analyser ce malaise et comment y remédier? Alors, rappeler quelques chiffres d'abord. Donc, l'abstention, effectivement, record, près d'un Français sur 4 n'a pas voté. Effectivement, il faut revenir, pour les plus anciens d'entre nous, à 1969 et le second tour entre Georges Pompidou et Alain Poher, qui avait donné 31% d'abstention. À l'époque, le communiste Jacques Duclos avait sorti la célèbre formule « Je ne choisirai pas entre les deux, c'est bonnet blanc et blanc bonnet ». Donc une abstention record, mais également un nombre de votes blanc et nul tout à fait record, puisqu'on a presque 9% de votes blancs et nuls. Pour vous donner un exemple, en 2007, c'était 4,2%, en 2012, 5,8%. Donc c'est clair que c'est un chiffre très important qui montre... C'est un vote sanction. C'est un vote sanction qui montre qu'une grande partie de l'électorat n'a pas voulu choisir réellement entre Macron et Le Pen. Heureusement, un certain nombre ont choisi Macron par défaut, mais l'adhésion n'est pas au niveau du score magnifique de Macron, puisque Macron semble avoir dépassé même les 66% de voix légèrement. 66%, 66,01 d'après les derniers bulletins dépouillés. Ça veut tout de même dire qu'il y a un tiers des Français qui votent pour le Front National aujourd'hui, presque
sans problème. C'est une vraie question. Arié Bensemoun, comment vous analysez ? Est-ce que, vu de Paris, c'est inquiétant pour un leader de la communauté juive que vous êtes ? Est-ce que c'est inquiétant de voir qu'il y a aujourd'hui, en dépit des appels, en dépit des menaces, en dépit des mises en garde, autant de gens qui ont décidé de reporter leur voix sur Marine Le Pen au second tour et qu'il y a 11 millions de Français qui ont voté en faveur du Front National ? Au-delà des Juifs, c'est surtout grave pour la France et pour les Français, effectivement. Et j'ai envie de vous dire, on s'en sort bien. Parce que, rappelez-vous, on nous avait expliqué depuis quasiment 5 ans que c'était certain que Marine Le Pen serait au second tour, et elle y a été, et qu'elle arriverait en tête à l'issue du premier tour de scrutin, ce qui n'a pas été le cas. On l'a donné plutôt entre 25 et 30, et d'aucuns pouvaient même imaginer qu'elle ferait un score supérieur à 30% dès le premier tour, dans un contexte où, rappelons-le, qui a été marqué par un quinquennat qui s'est déroulé sous le feu des islamistes, dans une situation sécuritaire absolument impossible, avec une crise au Moyen-Orient et qui a généré une inquiétude majeure en Europe autour de la question des migrants. Donc, on attendait Marine Le Pen bien plus haut que là où elle est arrivée au premier tour de l'élection. Donc, avec 21,5% et en étant seconde et non pas première dans cette élection présidentielle, je dois dire que Marine Le Pen fait un mauvais score. Et elle fait un mauvais score par rapport à ce que lui était prévu parce qu'elle a fait une mauvaise campagne. Elle a fait une mauvaise campagne de premier tour et elle a fait une encore plus mauvaise campagne de second tour, et avec ce débat, comme l'a rappelé Marc Eisenberg, où elle s'est véritablement fait barrage à elle-même, où elle s'est, employons un mot un peu fort, elle s'est vautrée dans ses propres excès, dans une stratégie qu'elle n'a pas su adapter à la réalité du mouvement dans lequel elle aurait pu, au contraire, finalement, tirer sur. Alors oui, c'est très inquiétant. Et elle a montré son incompétence économique de façon criante. Elle a montré son incompétence quasiment dans tous les domaines. Elle a surtout montré qu'elle n'avait à aucun moment réussi à endosser le costume d'un président ou d'une présidente. Elle n'a pas la stature, elle n'a pas le niveau, et elle a choqué même dans ses propres rangs. Alors, oui, on a une situation extrêmement difficile parce qu'on a 30%, 35% des 34% plus exactement des Français qui ont décidé malgré tout de voter pour Marine Le Pen. C'est dire à quel point la situation est extrêmement compliquée. C'est dire le défi qui attend Emmanuel Macron, qui, au-delà de son talent, au-delà de tout ce qu'on pourra dire sur la campagne qu'il a faite, il a fait une très belle campagne, c'est incontestable, mais une campagne qui était finalement décrite par tous les observateurs, et y compris par l'opinion, comme étant un peu creuse. Il est quand même élu par défaut, et il est élu dans un contexte de chaos politique généralisé, sans avoir en face de lui un adversaire. Alors oui, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans un pays où 35%, 34% des électeurs ont décidé de voter pour le Front National, où 25% n'ont pas souhaité se rendre aux urnes, et où plus de 4 millions d'électeurs, et c'est une première dans l'histoire, là encore, des élections de la Ve République, de voter blanc ou nul. Il y a une situation de défi, une quasi-insurrection dans les urnes d'ores et déjà, qui montre que la partie est loin d'être facile, est loin d'être gagnée pour Emmanuel Macron. Donc là, il y a une inquiétude. Alors, pour la communauté juive. Voilà, justement, je voulais parler par rapport à la communauté juive, parce que vous êtes des leaders de la communauté juive. Est-ce que vous, en tant que leader, vous pensez, Marc, par exemple, Marc Arié, vous pensez qu'il faut insister sur la victoire de Macron et les 66% qu'il a obtenus, ou alors les 34% de Marine Le Pen qui sont une menace pour l'avenir? Je suis d'accord avec Arié, on a évité le pire, mais il est clair que vivre dans un pays dans lequel 10,5 millions de Français ont voté pour Marine Le Pen, et là, si on regarde simplement de l'œil de la communauté juive, pour des thèses racistes et xénophobes, et pour un programme qui clairement prenait des mesures contraires à la communauté juive. Interdiction de la double nationalité franco-israélienne, interdiction de la shrita, de l'abattage kasher, interdiction de la kippa dans la rue. De se dire que 10,5 millions de nos concitoyens ont voté pour ça, ça fait froid dans le dos. Ouais, enfin, Marc, on ne peut pas dire que 10 millions de nos concitoyens ont voté pour ça. N'ont pas été effrayés par cela.
n'ont pas été effrayés par disons cela que- et ont accepté de mettre un bulletin de vote au nom de Marine Le Pen. Moi, je trouve que ça Ouais, leur enfin, fera dans je le pense dos. que 11 millions d'électeurs du Front National n'avaient pas véritablement conscience de tout ce que le Front National véhicule et génère comme type de comportement et de problèmes à la fois éthiques et moraux et politiques dans ce pays. Beaucoup ont voté parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont en colère, et c'est une réalité qu'il faudra aussi prendre en compte. Alors effectivement, je ne dis pas qu'il faut minimiser l'impact de ce vote, il est très important, il est très grave, et il y a eu un très grand débat aussi au sein de la communauté, mais j'ai envie de dire, au-delà même de la communauté, parmi les Juifs de France, sur le comportement qu'il fallait adopter vis-à-vis d'Emmanuel Macron, que certains ont vu comme la prolongation, la continuité de François Hollande et donc de la politique qu'il avait menée, et ceux qui aussi n'ont pas hésité à porter en tout cas un discours qui, à mon avis, ne s'est pas traduit dans les faits, d'une certaine compréhension de ce que pouvait incarner le vote du Front National. Et pourtant, l'ensemble des grandes organisations de la communauté ont publié un communiqué appelant sans ambiguïté à voter pour quand même Macron. tendre le coup à une idée qui a été véhiculée et qui est fausse. L'idée qu'il y aurait énormément ou de plus en plus de Juifs qui voteraient pour le Front National. Je ne sais pas d'où vient cette information. Il y a eu un grand débat, c'est vrai. Il faut savoir, Arié, que c'est un sujet qui a particulièrement intéressé la presse et les médias israéliens ces derniers jours, qui étaient à la recherche systématique de Juifs pouvant voter Macron. Oui, ils n'en ont pas trouvé un seul. C'est une situation que je trouve absolument inacceptable parce qu'on a fait passer le message dans la communauté d'abord et dans l'opinion ensuite qu'il y aurait de plus en plus de Juifs qui voteraient pour le Front National. Ça participe de cette idée qu'il y a une normalisation du Front National et d'une certaine manière de son programme et de ses idées racistes et xénophobes dans la communauté juive, ce qui n'est pas la réalité. Moi, je veux proposer au moins 2 chiffres. Le premier, c'est le score qu'a réalisé Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle en Israël. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir un sondage grandeur nature de l'état d'esprit des Juifs par rapport à la vie politique française ? 3% en Israël pour Marine Le Pen au premier tour, contre 21,5% pour le reste du pays, notamment en métropole. C'est déjà un signe que les Juifs votent beaucoup moins pour le Front. Alors on pourrait me dire, mais 3% c'est encore trop. Oui, bien sûr, une voix ce serait encore trop. Mais enfin, soyons raisonnables. Il existe des gens perdus ou des gens qui ne comprennent pas ou des gens qui ont peur partout, qui peuvent avoir des réactions exagérées. Là, on est dans l'artefact. Là, on est dans 3%, c'est quasiment rien. C'est un score infime. Et je ne connais pas le score de Marine Le Pen au second tour, mais à mon avis, il ne doit pas excéder les 8 ou 9%. Alors, ça, vous allez me dire, c'est énorme, c'est beaucoup trop pour les Juifs, compte tenu de ce qu'est notre histoire, notre mémoire, notre compréhension des réalités. Oui, c'est vrai, et je suis d'accord avec ça, mais déjà, ça tord le cou à une idée qui consiste à dire que le vote Front National est en progression dans la communauté et que de plus en plus de Juifs, finalement, ont franchi le Rubicon, quelle que soit la menace et le danger qui pèse sur leur propre identité juive en France et de manière générale sur la société française. Alors, donc déjà, ça, c'est un premier point. Donc moi, je crois que, oui, Marc a raison. Vivre dans un pays qui a décidé malgré tout, même si tout le monde ne conscientise pas la dimension et la portée de son vote, de vivre dans un pays où il y a 35% de gens qui votent pour le Front National, avec tout ce que ça implique ou ça impliquerait pour le judaïsme français et la communauté juive, c'est une situation qui est extrêmement préoccupante, qui doit amener aussi les responsables de la communauté juive à se remettre en question. Mais c'est un autre débat que nous savons souvent avec Marc et Zambert depuis maintenant de nombreuses années et qui n'est pas tranché. Mais je pense que les Juifs de France sont un peu dans la situation de tous les Français. Ils sont dans une situation où ils sont un peu perdus et on ne sait plus aujourd'hui, entre guillemets, à quel sein s'en remettre. Tout simplement parce que c'est ce que je disais en préambule, les cadres ont volé en éclats et aujourd'hui tout est à reconstruire, tout est à recomposer et cette recomposition, cette reconstruction de la vie politique, du leadership politique va prendre du temps et ne va pas se passer dans des conditions totalement apaisées. Alors justement, je lisais, nous lirons tout à l'heure la presse israélienne de ce matin, les Israéliens semblent s'enthousiasmer pour, on va dire,
le vote de raison des Français pour ce qu'ils appellent, à la une du Yediot Aharonot, le beau visage de la France et de l'Europe. Alors, finalement, eux, ils prennent le parti plutôt du bon côté, de dire la France a fait face au Front National, n'a pas laissé le courant populiste, obscurantiste se propager, alors que finalement, Marc Heisenberg, vous êtes d'accord qu'il y a un vote de colère, de protestation, que l'électorat de Mélenchon a peut-être voté à défaut parce qu'il n'avait pas le choix en faveur de Macron, mais qu'il y a une sorte de colère qui risque de se propager dans les prochaines semaines, les prochains mois, en particulier autour des législatives? Il est clair que beaucoup de Français sont en colère. Une partie, c'est une France désemparée. Et une partie, c'est une France qui est dans la difficulté financière extrême. Les inégalités en France sont très fortes et une partie de la population vit à la limite du seuil de pauvreté. Et c'est ça le problème, avec un chômage de masse qui est sans équivalent dans l'Europe du Nord. Il existe en Italie et en Espagne, mais qui a un chômage absolument préoccupant, un chômage des jeunes extrêmement élevé. Et ça donne le vote protestataire, ça donne une partie du vote de Marine Le Pen, ça donne surtout le vote de Mélenchon. Et il faut réussir économiquement à diminuer fortement ce chômage. Et on ne comprendrait pas pourquoi on n'arriverait pas à faire des progrès dans ce domaine, puisque de nombreux pays qui ont choisi une politique libérale au niveau économique comme celle que souhaite Macron ont réussi à baisser ce chômage. Donc il y a cette colère des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et puis il y a une autre colère qui est la perte des valeurs. La perte des valeurs, on est une France qui ressent l'insécurité, qui a l'impression que tout est donné non pas aux victimes, mais à ceux qui font des fautes, qui ne vont pas en prison, qui sont relâchés, ce qui se passe dans les quartiers, est de moins en moins accepté. Mais c'est parfois une phobie attisée par Marine Le Pen, parce qu'on se rend compte, sur la carte de France, qu'il y a aujourd'hui réellement deux France politiques. Les villes ont voté massivement pour Macron. Par exemple, à Toulouse, 80% des voix pour Macron. À Paris, 90% des voix pour Macron. Et à l'inverse, à la campagne, où pourtant il n'y a pas tellement d'insécurité, où pourtant il n'y a pas beaucoup d'immigrés, d'étrangers, etc. Là, il y a des petites communes où Marine Le Pen a fait 70, 80, 90% des voix à cause de cette peur et de cette perte de repères. Donc oui, le problème... Et peut-être aussi à cause du fait que Marine Le Pen est apparue comme potentiellement légitime, ou a été légitimée, on va dire, par l'ensemble de l'échiquier politique français. Il est clair et que beaucoup de Français de la France profonde se sont sentis libérés de pouvoir voter en faveur du Front National. L'accord qu'elle a signé avec Dupont-Aignan va dans ce sens. Un certain nombre de personnalités qui ont choisi Marine Le Pen ont permis cette dédiabolisation. C'est absolument clair. Donc ça va être le grand défi de Macron, c'est d'arriver à attirer vers lui ces populations. Justement, on va parler de l'avenir maintenant, des lendemains de fête. Comment, et c'est une question que beaucoup d'Israéliens se posent, comment Emmanuel Macron va-t-il pouvoir gouverner? Est-ce que réellement il est possible, Arié, à Marc, que Macron puisse former un parti politique, En Marche se transforme d'un mouvement de pensée, on va dire, d'un mouvement à un parti politique qui soit capable de lui attribuer une forme de majorité? Est-ce que ça, c'est réaliste de l'envisager en 3 semaines? Déjà, ça change de nom, puisque les candidats du mouvement de Macron vont se présenter sous la bannière La République En Marche pour montrer cette transformation, cette mue en un parti politique plus classique. C'est un vrai pari et les législatives vont être extrêmement importantes. De manière générale, on a coutume de penser, sous la Ve République, que le président élu obtient une majorité à l'Assemblée. Cette fois-ci, les choses sont beaucoup plus complexes parce que la France, politiquement, est divisée en 4 grands blocs. Il y a eu les premiers sondages hier, faut-il les croire? On va voir, mais les premiers sondages sur les intentions de vote aux législatives. Qu'est-ce que disent ces sondages? Le parti de Macron aurait 24%, les Républicains 22%, un petit peu plus que Fillon aux élections présidentielles, Marine Le Pen 21%, la France insoumise de Mélenchon un peu moins, 15%,
les socialistes 9%. Vous voyez un bloc de gauche d'environ 24%. Donc nous avons de nouveau 4 blocs autour de 20% des voix. Alors qu'est-ce que ça va dégager ou pas comme majorité? C'est une vraie question et c'est une vraie bataille qui commence dans les prochaines semaines. Arié, vous pensez que Macron va pouvoir former des alliances en dehors de son parti, en dehors même peut-être de la gauche? Il y a 3 solutions en fait, qui sont assez simples. Et Marc disait qu'il y a une tradition sous la Ve République, c'est qu'une fois élu, le président ait au Parlement une majorité, ce qu'on appelle une majorité présidentielle. Or, sommes-nous toujours dans la Ve République? Je ne le crois pas. Je pense que le cadre a complètement changé, et cette Ve République n'a de cinquième que le nom, probablement, qu'il y aura dans les semaines et les mois qui viennent des améliorations ou des modifications institutionnelles et constitutionnelles qui feront que nous allons petit à petit, au cours de ce quinquennat, changer finalement de système. 3 solutions possibles. Soit effectivement Emmanuel Macron a une majorité au Parlement, ce qui est très peu probable aujourd'hui compte tenu de l'éclatement de la vie politique et du fait que lui arrive sans aucun parti. Je tiens quand même à dire que à l'heure où nous parlons, nous ne savons pas qui sont les 577 candidats dans les 577 circonscriptions françaises pour mener la campagne des législatives. Il y a 3 semaines à peine. Pardon ? Il y a 3 ou 4 semaines jusqu'au premier tour des législatives. Oui, mais c'est-à-dire que c'est demain matin. On va se retrouver avec 50% de candidats que personne ne connaît, qui n'auront pas encore eu le temps de faire campagne, qui vont être opposés à des sortants. N'oubliez pas que la droite, UDI, les Républicains, a 226 députés sortants, c'est-à-dire un chiffre très important, pas loin de la majorité qui est à 280. Donc on a une situation dans laquelle on n'est pas capable de dire si Macron aura une majorité, ou plus exactement, on est capable presque de dire qu'il n'en aura pas, ou que probablement il n'en aura pas. Donc première situation, une majorité pour Macron d'emblée, ça n'est pas gagné. Deuxième possibilité, une cohabitation avec une majorité UDI-LR. Ça n'est pas impossible, mais là encore, n'oublions pas que la droite vient quand même de subir une sacrée défaite, que la victoire de Macron aura un impact aussi sur l'électorat, que la recomposition politique qui fait que des élus LR et UDI vont passer du côté d'Emmanuel Macron, et on les retrouvera dans les compétitions avec un dossard La République En Marche, qui fait que la cohabitation n'est probablement pas non plus le chemin vers lequel nous allons, même si François Baroin, qui dirige la campagne pour les Républicains et le Centre, a indiqué que c'était là, évidemment, son objectif. Il peut être atteint, mais ça n'est pas gagné encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste la mise en place de coalitions avec une Assemblée nationale qui sera plus éclatée qu'elle ne l'a jamais été, qui va un peu ressembler à ce qu'a été le résultat du premier tour de l'élection, avec d'une certaine manière 4 grands blocs, extrême gauche, extrême droite, droite et centre républicain, et le mouvement d'Emmanuel Macron. Donc une coalition qui se fera autour du parti d'Emmanuel Macron, avec l'appui d'un certain nombre de socialistes conduits notamment par Manuel Valls, et avec l'apport et l'appui de certains députés les Républicains qui pourraient basculer dans un mouvement de coalition qui provoquerait l'explosion, là encore, du groupe LR-UDI à l'Assemblée nationale. On a vu notamment les propos tenus par Christian Estrosi, qui n'est pas parlementaire, mais qui est président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a clairement laissé entendre déjà depuis quelques semaines qu'il n'était pas hostile à une majorité, on va dire, d'intérêt pour la France. On a écouté également Bruno Le Maire qui faisait des offres de services encore hier sur les plateaux de télévision. On rappellera, Arié, sur Bruno Le Maire, ça me semble quelque chose d'important parce que ça va être un des enjeux de ces prochaines semaines. Si Macron, avant les législatives, réussit à attirer un certain nombre de personnalités de droite, et donc Bruno Le Maire a déclaré au journal du dimanche et sur le plateau de TF1 qu'il pouvait travailler dans une majorité de gouvernement de la République avec Macron, et qu'entre le choix partisan et l'intérêt général du pays, il avait choisi. Il choisirait l'intérêt général. Donc oui. C'est quelque chose d'important. Mais moi, je voudrais dire à Arié, fais attention sur les paris, entre guillemets, de l'échec de Macron. Puisque Macron, jusqu'à présent, a déchoué tous les pronostics. Tu viens de dire la victoire, la majorité absolue de Macron, c'est très difficile, très peu probable. Je n'en suis pas aussi sûr. Et il faut rappeler à nos auditeurs la façon dont fonctionnent les élections législatives et le fait que,
on a effectivement 4 grands blocs, mais que pour se maintenir au deuxième tour des élections législatives, il faut obtenir 12,5% des inscrits. Or, il est possible qu'on ait une grande abstention. 46% des Français dans les sondages disent ne pas être sûrs d'aller voter pour les législatives ou ne pas savoir pour qui. Et donc, il faudra avoir plus de 20% des voix au premier tour pour être présent au second. Et on pourrait avoir beaucoup de débats, beaucoup de combats entre le Front National et le Parti d'En Marche au deuxième tour. Donc, la probabilité n'est peut-être pas qu'il ait la majorité, mais jusqu'à présent, il a sauté sur tous les obstacles. Je ne ferai aucun pari contre Macron. Non, je parie pas sur l'échec de Macron, pas du tout. Je mets sur la table les 3 possibilités. Je pense effectivement que nous ne savons pas ce qui va se passer, que probablement les Français vont amplifier le mouvement que nous voyons déjà se dérouler sous nos yeux. La victoire de Macron est un changement considérable dans la vie politique française. Elle aura des conséquences et une traduction dans le paysage législatif. Je dis simplement qu'avec un Front National qui, dans un grand nombre de circonscriptions, reste très haut, il y aura beaucoup de triangulaires, avec un mouvement Les Républicains UDI qui, lui, sur le terrain, n'est pas dans la situation dans laquelle se trouvait son candidat François Fillon. Donc il va y avoir beaucoup de triangulaires. Évidemment, l'abstention fait que le niveau pour se maintenir au second tour sera très élevé. Mais donc là, on rentre dans une période qui est totalement inédite et donc forcément inconnue pour les observateurs. Alors, Marc Harrier, je voudrais peut-être, sans jeu de mots, recentrer le débat, peut-être et essayer de voir de voir la relation, essayer de comprendre, de déchiffrer, de décrypter si on peut, si c'est possible, avec les éléments dont on dispose, de parler de la relation entre Emmanuel Macron et l'État d'Israël, Emmanuel Macron et la communauté juive. On sait que Macron était en Israël il y a un peu plus d'1 an et demi. Peut-être que apparemment, il a été très enthousiasmé par la start-up nation qu'est l'État d'Israël. À quoi faut-il s'attendre sur le plan diplomatique, même si on est bien conscient que la première préoccupation d'Emmanuel Macron ne va pas être de se précipiter, on va dire, à Jérusalem ou d'essayer de régler le conflit israélo-palestinien. Quelle est, à votre avis, la relation qu'entretient Macron avec l'État d'Israël et quelle est la relation qu'il entretient depuis peut-être plus longtemps avec la communauté juive? D'abord Harrier, après Marc. Je pense que sa relation avec la communauté juive et les juifs en général est plutôt une relation amicale, extrêmement constructive, positive. Il est entouré de beaucoup de nos coreligionnaires qui font partie de son mouvement, qui l'ont rejoint dès la première heure, qui l'ont accompagné, qui l'ont aidé. Que ce soit Marc, que ce soit moi-même ou la plupart des autres responsables des organisations juives, nous avons avec lui une relation, je dirais, de proximité, voire de grande proximité, voire de grande amitié. Donc, de ce point de vue-là, c'est un ami de la communauté juive qui vient de rentrer ou qui va rentrer dans quelques jours à l'Élysée. Et s'agissant d'Israël, là encore, tu l'as dit Daniel, il a parfaitement exprimé son admiration pour l'État d'Israël, la Startup Nation. Le voyage officiel qu'il avait effectué en tant que ministre de l'économie s'était particulièrement bien déroulé, c'était même un grand succès. Et il avait, en matière de projets, de déclarations, de bonnes intentions, manifesté tout ce qu'il y a de mieux et de meilleur vis-à-vis d'Israël. Encore récemment, pendant la campagne, que ce soit au Liban ou que ce soit dans d'autres situations. Et il avait, sur la question du conflit israélo-palestinien, indiqué qu'il était totalement opposé à la reconnaissance unilatérale de la Palestine, que ce serait une mauvaise chose et pour les parties en présence et pour la paix et pour la région. Il s'était aussi, et depuis très longtemps, opposé au boycott d'Israël. Il l'avait répété à plusieurs reprises. Donc peut-être un nouveau son de cloche de l'Élysée ? Nouveau son de cloche de l'Élysée, je n'y crois pas trop. Je pense que il va... On espère, Harriet, si tu es d'accord, vis-à-vis de la communauté juive en France, qu'il aura une politique aussi bienveillante que celle de François Hollande et surtout de Manuel Valls. Et il n'y a pas de raison d'en douter de ce point de vue. Il n'y a pas de raison d'en douter. Pour la politique extérieure, on espère que ça sera un peu mieux que Hollande, notamment avec ses résolutions tout à fait iniques votées
que la France a voté à l'UNESCO. On espère que ça sera un peu mieux, mais comme tu l'as dit, ça n'est pas sa priorité, même s'il a des positions qui aujourd'hui sont relativement rassurantes pour la communauté juive française et pour l'État d'Israël. Sur Israël, je pense qu'on peut dire que probablement qu'il nous évitera les outrances de la diplomatie française, telles qu'on a pu les voir dans la deuxième partie du mandat de François Hollande. Dans la première partie, c'était plutôt acceptable et plutôt même très convenable. Mais ce qu'il a dit en matière de politique étrangère, ou de manière générale sur les questions régaliennes, montre qu'il est assez faible. Il est moins bon dans le régalien qu'il ne l'est sur l'économie, sur le social, Mais sur ce qui compte aussi, européenne. c'est ce qu'il va faire réellement pour la lutte contre Daesh et pour la sécurité. Ça intéresse autant la communauté juive française. Et est-ce qu'il va effectivement prendre des mesures fortes pour préventives pour lutter contre l'islamisme radical? C'est ce qu'on espère. Alors, oui, c'est un sujet qui fait débat en France, et on sait, d'ailleurs tous les observateurs ont remarqué que dans le débat qu'il opposait à Marine Le Pen entre les deux tours, c'était le seul point sur lequel il avait un peu trébuché, entre guillemets, ou en tout cas il avait été beaucoup moins convaincant que sur les autres questions par rapport à Marine Le Pen. La question du communautarisme en France, de la montée de l'islam radical, de la lutte contre le terrorisme. Alors nul doute que l'armée française sur les théâtres extérieurs d'opération va continuer à agir pour lutter contre le terrorisme et contre Daesh. En revanche, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de l'Hexagone sur la question de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'islamisme? Là, il y a davantage de questions qui se posent, et il est dans une situation, on va dire, un peu moins claire, plus ambiguë. Mais disons qu'il y a une vraie détermination, elle s'est exprimée malgré tout. Par quoi va-t-elle se traduire? Là encore, ça fait partie des sujets sur lesquels il faudra rester vigilant et sur lesquels il faut continuer à exercer pas simplement des pressions, mais des influences et des explications aussi. Je pense qu'il y a pas mal de sujets qui doivent être mieux compris. Pour répondre de manière générale à cette question, il n'y a pas que Macron, mais évidemment le Premier ministre aura son rôle et son influence dans la définition de ses politiques, et c'est la nouvelle qu'on va attendre encore pendant une semaine, puisque la passation des pouvoirs aura lieu dimanche prochain et qu'on devra attendre lundi de la semaine prochaine pour connaître le nom du Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui va être sa première difficulté politique. Va-t-il nommer quelqu'un de droite et désespérer la gauche? Va-t-il nommer quelqu'un de gauche, désespérer la droite? Va-t-il nommer un centriste? C'est la grande inconnue. Justement, je parlais de centriste, vous parliez de centriste, je parlais de recentré. C'est une question qui interpelle pas mal les observateurs israéliens. Le centre en Israël, c'est une expérience politique qui n'a jamais véritablement réussi. Ce sont des partis qui se sont lancés, qui ont propulsé, on va dire, des étoiles filantes dans l'échiquier politique israélien. Et puis finalement, ça n'a jamais marché. On se souvient du Parti centriste en 1996, avec des stars comme Dan Meridor, comme Amnon Lipkin-Shachar, qui ont très rapidement disparu. On se souvient bien entendu, y compris du Parti Kadima, qui était un parti centriste qui rassemblait à la fois des éléments de la gauche israélienne comme Shimon Peres et des gens de la droite comme Tzachi Hanegbi, et qui était dirigé par Ariel Sharon. Alors, est-ce que on peut prédire une plus longue vie, plus paisible à un parti centriste en France, parce que peut-être, on va dire, les socles idéologiques sont moins puissants, sont moins solides qu'en Israël? C'est pas ça la question, mais est-ce que le parti de Macron est centriste? On peut s'interroger. Mais la grande différence avec Israël, c'est qu'il y a un président de la République qui est issu de ce courant. Donc ça ne va pas être une étoile filante. Qu'est-ce que ça va donner? Le résultat des élections sera une partie de la réponse. Il y a une question aussi en termes de nomenclature. Est-ce que effectivement le parti d'Emmanuel Macron est lui-même centriste, ou est-ce que son parti a plutôt vocation à être central? Moi, je crois que son parti a vocation à être central. Il l'a dit lui-même. Il est ni de gauche ni de droite, mais il est et de gauche et de droite. Il pratique des formes d'addition qui ne correspondent pas exactement à ce qu'est un parti centriste qui, par définition, va rechercher le point d'équilibre qui est, en général, une zone géographique absolument introuvable. Ce qui nous fait dire que, la plupart du temps, le centre, il est partout, il est nulle part, et plus on le cherche, moins on le trouve. Donc je pense que nous sommes là dans quelque chose, là encore, que nous ne connaissons pas. Ce
c'est une nouveauté. Ce n'est pas un centriste. C'est quelqu'un qui a une vision centrale de la vie politique par addition de la droite et de la gauche. Il n'est pas dans le ni droite ni gauche, mais il est dans le et droite et gauche. Et peut-être qu'il est aussi dans le ni dans le et. C'est un certain nombre de nuances qu'il va falloir trouver. Mais ça va être toute la magie finalement de l'alchimie politique, de ce que d'abord il va nous proposer en termes de premier gouvernement, parce que ce premier gouvernement va donner une indication très forte sur ce qu'est son orientation politique, sur sa vision et sur c'est le message qu'il va envoyer à l'opinion. Et plus que le Premier ministre, je vais vous dire, il y a un trio dans un gouvernement aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a le Premier ministre qui est en charge de la politique générale. Politique générale, c'est principalement la politique économique, la politique sociale, le renouvellement et la rénovation institutionnelle. Il y a le ministre de l'Intérieur qui va être en charge de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme et du renseignement sur le territoire de la République. Et il y a le ministre de la Défense qui est en charge de la défense de la France, l'opération extérieure et la lutte contre le terrorisme également à l'extérieur de nos frontières. Donc là, il y a le trio qu'il faudra analyser avec beaucoup d'intérêt. S'agissant de la sécurité en France et de la lutte contre le terrorisme, ce qui préoccupe le plus à moi, c'est de savoir qui sera ministre de l'Intérieur. Parce que ça, ce sera un marqueur très fort. Et on l'avait vu à l'époque avec Charles Pasqua ou après avec Nicolas Sarkozy ou avec Manuel Valls. La personnalité du ministre de l'Intérieur est extrêmement importante dans la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est là où probablement Emmanuel Macron aura à cœur de mettre une personnalité de droite qui va envoyer un message de sécurité pour rassurer les Français. Quant au Premier ministre, il y a une très short list qui circule. Mais là encore, nous aurons l'occasion de développer, de vérifier après, en particulier au moment des législatives. Le mot de la fin, en quelques secondes, Marc Eisenberg. Juste pour dire que je ne voudrais pas qu'après ce long temps d'explication de Macron, nous oublions d'indiquer quand même à nos auditeurs que ce qui a caractérisé la campagne de Macron et la soirée électorale d'hier soir, c'est ses convictions européennes. C'était très fort. C'est la première fois qu'on a un président qui s'exprime aussi fortement pour l'Europe. Quand il est allé devant les pyramides du Louvre, il est rentré sur l'hymne à la joie. C'était symbolique, c'était important. Et puis pour terminer peut-être plus légèrement, certains ont beaucoup apprécié son entrée solennelle, ses discours plus présidentiels hier soir devant la pyramide du Louvre. Ça avait, comme on peut dire, entre guillemets, de la gueule, si vous m'excusez l'expression. Et certains ont rappelé que ça ressemblait à l'intronisation de François Mitterrand, même si, lorsque Mitterrand, en 1981, a fait sa marche au Panthéon, Emmanuel Macron n'avait que 4 ans. Et puis certains l'ont pas du tout aimé. Et pour finir par un mot d'esprit, c'est celui de Louis Jadot, qui lui n'a pas du tout aimé cette mise en scène régalienne, pompeuse, et il a baptisé ça l'arrivée de Macron devant la pyramide, c'était tout en Macron. Tout un Macron, c'est tout un programme. Et bien, merci Marc Eisenberg, merci Arié Bensemoun d'avoir été avec nous ce matin pour essayer de décrypter en fait le résultat de ces élections, l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Nous aurons, je l'espère, l'occasion de nous retrouver peut-être à l'approche des législatives pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe en France. Je vous retrouve dans quelques secondes après un jingle pour la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin, une revue de la presse essentiellement consacrée, bien entendu, à l'élection d'Emmanuel Macron. Shalom, à tout de suite.